Hello tout le monde, merci pour votre présence aujourd'hui sur le podcast. Je reçois Bénédicte Kessani qui est la fondatrice du cabinet BK Consulting qui est spécialisé dans l'accompagnement au développement personnel pour les entrepreneurs. Bénédicte nous partage son aventure. Bénédicte nous partage également pourquoi il est nécessaire pour un entrepreneur de penser à son développement personnel. Je ne vous en dis pas plus, à tout de suite. Bonjour Bénédicte. Bonjour Cédric. Alors tu es coach professionnel. Oui, coach professionnel certifié en leadership et en développement personnel. D'accord. Tu appuies les entrepreneurs parce que moi c'est ce qui m'intéresse. Oui, effectivement, les entrepreneurs font partie de ma niche. D'accord. Mais aussi, j'accompagne des femmes également qui ont des postes de responsabilité à avoir davantage confiance en elles. D'accord. Donc, Bénédicte Kessani, c'est qui? C'est quoi ton parcours de façon très brève? Et aussi, c'est quoi ton histoire avec l'entrepreneuriat? Je suis coach en leadership et développement personnel. D'accord. Et donc, ton histoire avec l'entrepreneuriat, c'est quoi? Elle commence quand? Et c'est qui Bénédicte Kessani? Alors, Bénédicte, je préfère commencer par la deuxième question. Donc, D'accord. Bénédicte Kessani est une amoureuse du bénévolat. Je suis très passionnée par les questions de bénévolat. D'accord. Au-delà, comme je le disais, je suis coach professionnel certifié en leadership et développement personnel. Fondatrice d'un cabinet qui s'appelle BK Consulting, qui existe déjà depuis 2016. Donc aujourd'hui, nous avons 7 ans d'expérience. Quand même. Oui, quand même. Et pour avoir vécu pendant 7 ans d'expérience, je peux le dire, c'est pas rien. Parce que finalement, on connaît les vertes, les pas mûres et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais c'est un très bel élan d'apprentissage parce que chaque jour qui passe, on apprend quelque chose de nouveau. En termes de parcours, j'ai un Master 2 en administration des affaires et un exécutif MBA en intelligence stratégique. Et la raison pour laquelle j'ai tenu à faire un exécutif MBA, c'est parce qu'il y a beaucoup d'éléments que je ne comprenais pas liés à l'entreprise. D'accord. Donc, il était important pour moi de repartir à l'école et justement d'apprendre et de mieux connaître l'environnement entrepreneurial. Pour répondre à votre première question, comment je tombe dans l'entrepreneuriat ou quelle est mon histoire avec l'entrepreneuriat? En réalité, je n'ai jamais imaginé que je ferais de l'entrepreneuriat. Ça, je peux vous l'assurer. Okay. C'est au fur et à mesure que les choses se sont dessinées. Alors, j'ai un background. Lorsque j'étais au Gabon, je n'imaginais pas ces possibilités-là. Mais en allant en études, notamment à l'université, parce que j'ai étudié en Afrique du Sud, D'accord. j'ai vu la culture anglophone qui était différente de la culture francophone. Donc, c'était des jeunes qui avaient des emplois, qui partaient en cours de soir, en journée, qui travaillaient. C'était vraiment un monde assez dynamique. Et lorsque je reviens au Gabon, je me dis, je n'ai plus le droit de fonctionner comme je fonctionnais avant. Il est important pour moi de pouvoir me battre, de chercher des solutions, de pouvoir faire quelque chose. Ça, je l'avais déjà en tête, mais l'entrepreneuriat, je n'y pensais pas. Alors, comment je rentre dans l'entrepreneuriat? C'est d'abord une expérience personnelle. D'accord. Le genre d'expérience que vous n'avez pas demandé à Dieu, mais que vous finissez par vivre et vous vous dites, l'acteur va mourir, mais l'acteur ne meurt pas. Ouais. L'acteur se réveille, ça veut dire que le match n'est pas terminé, il faut continuer. Ouais. Et au sortir de ces événements-là, je sors un peu plus forte. Je sens un peu plus forte. Et je me pose une question. Mais il y a certainement des personnes qui sont dans la même situation que moi et qui ne savent pas comment s'en sortir. Je veux être la voix de ces personnes-là. D'accord. Et même là encore, l'entrepreneuriat ne se dessine pas. Ouais. Et je vais avoir une très belle expérience bénévole et à la fois professionnelle. À l'époque, c'était dans une organisation de jeunesse où je veux être directrice des ressources humaines en charge du renforcement de capacité. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait pendant 3 ans. D'accord. Et le fait de le faire, je vous assure qu'il y avait un intérêt particulier pour moi. Je le faisais vraiment avec amour, avec don de soi et avec diligence. Et au sortir de là, je me dis, je pense que j'ai trouvé ma voie. Ma voie, c'est celle-là. Alors qu'à l'époque, j'ai officié en tant qu'assistante de direction. D'accord. Mais je sentais mon cœur vibrer justement pour ce que je faisais en tant que bénévole au sein de cette organisation-là. D'accord. Donc, c'était de la formation, aider les personnes à grandir, etc. Et là, je me dis, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Le développement des personnes, ça me parle.
écouter les personnes. Et à cette époque-là, je dois dire, depuis plus jeune, autour de mes 13-14 ans, j'ai toujours eu des personnes qui venaient naturellement à moi et qui me soumettaient souvent des problèmes, des questions, et j'essayais toujours de répondre à ces questions-là. Ouais. Et Dieu m'a doté d'une capacité, c'est le pouvoir de l'écoute. Alors, en tant que coach professionnel, un des outils que vous utilisez, par exemple, c'est l'écoute. Vous devez écouter les personnes en longueur de journée. Donc, du coup, j'ai vu que j'avais déjà cet élément réuni qui était l'écoute. Ouais. J'aimais aider les personnes à grandir. J'aimais apporter de la valeur. Et je voulais voir des vies transformées. Je me suis dit, comment est-ce que je peux mettre tout ça dans un panier et faire quelque chose? C'est là où l'entrepreneuriat, je pense, entrepreneuriat. Et il faut dire aussi qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de formations liées. On entendait par-ci entrepreneuriat. Je me dis, mais pourquoi pas ne pas oser? Donc, c'est comme ça que je ose en auto-entrepreneur d'abord. Ouais. Parce qu'il faut le dire, en 2016, j'ose. Et voilà, donc de 2016 à aujourd'hui, c'est comme ça que je suis rentrée en fait dans l'entrepreneuriat. Du chemin parcouru quand même. Oui, effectivement, du chemin parcouru parce que, comme je vous disais, on ne comprend pas forcément tout l'environnement. Mais chaque étape est une étape cruciale parce que vous finissez par apprendre un élément, 2 éléments ou 3 éléments. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a des services ou des choses que vous externalisez, mais il faut bien comprendre son environnement pour pouvoir avoir les clés pour mieux aider justement les autres. Ok. Du coup, le coaching professionnel et en leadership, c'est quoi et en quoi est-ce que c'est déterminant quand on parle d'entrepreneuriat? Alors, il faut dire que le coaching, c'est d'abord un accompagnement. Ouais. C'est un accompagnement d'un point A à un point B. Ça veut dire que lorsqu'une personne vient à vous, cette personne vient avec une problématique bien particulière. Et toutes les personnes qui viennent au coaching ne viennent jamais pour ces personnes. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ces personnes vont arriver peut-être par rapport à des problématiques similaires, mais les origines, les causes sont totalement différentes. Donc, on va accompagner la personne qui se trouve aujourd'hui à un point A pour que cette personne arrive à un point B. Ouais. Mais le coach n'est pas là en réalité pour dire à la personne voici ce qu'il faudrait faire. Le coach est là comme un miroir qui va utiliser des outils pour vous permettre en fait que vous soyez capable de faire ressortir les éléments clés dont vous avez besoin pour justement continuer votre marche. Et en rapport avec le développement personnel, l'idée, c'est de pouvoir investir sur soi-même, émotionnellement aussi, pour avoir justement des outils qui vous permettent de pouvoir grandir tant sur le plan personnel que professionnel. D'accord. Donc, du coup, on peut se dire finalement qu'il y a beaucoup d'avantages pour les entrepreneurs à avoir accès à un coaching qui peut être, selon les cas, dimensionné en fonction du besoin. Et c'est quoi ces avantages aujourd'hui? Exactement, il y a plusieurs avantages parce que être entrepreneur, ça demande beaucoup de ressources. Et là, j'ai envie de parler des ressources intérieures. Parce que l'argent, c'est bien, mais je vous assure que l'argent ne fait pas tout. Lorsque vous bénéficiez d'un coaching et que vous avez travaillé, par exemple, sur votre mindset, qui est votre état d'esprit, comment vous allez aborder la situation va être différent d'une personne qui ne se fait pas coacher ou qui ne se fait pas accompagner. Je dis ça, je dis rien, mais je parlais tout à l'heure de 7 ans et je vous disais 7 ans, c'est pas rien. Il y a des moments où vous êtes tellement confronté à des difficultés que vous avez envie d'abandonner parce que vous dites c'est trop dur, j'en peux plus. Je préfère repartir dans le salariat parce que là-bas, je veux pas me casser la tête, il y a personne qui va, etc., etc. Mais lorsque vous bénéficiez d'un coaching ou lorsque vous faites accompagner, vous rendez compte que lorsque vous démarrez une entreprise, vous le démarrez pour résoudre un problème. Ouais. Vous le démarrez parce que vous avez une vision. Et cette vision-là, elle ne se concrétise pas en 2 jours, en 3 jours.
c'est dans la pérennité, c'est dans le fait de faire le kilomètre extra nécessaire dont vous avez besoin pour toujours avancer. Et c'est dans les ressources intérieures finalement qu'on va puiser à l'intérieur de nous, même lorsqu'on n'a pas envie de faire, mais par discipline et par principe, on va se mettre à pouvoir faire ces éléments-là parce que finalement, ce sont des éléments qui sont pertinents pour notre propre avancement. Comme autre avantage, en termes de gestion de temps, vous savez, lorsque vous êtes entrepreneur et vous ne savez pas gérer votre temps, il y a un souci. Vous pouvez travailler pendant 10 heures de temps, mais 10 heures de temps, vous n'êtes pas productif. Tout à fait. Et vous avez des personnes qui vont travailler pendant 5 heures de temps et en 5 heures de temps sont productives. Donc, un des avantages aussi, ça peut être la gestion de temps. Une prise de décision plus avisée. Pourquoi vous devriez prendre une décision et pas une autre? Lorsque vous n'êtes pas forcément éclairé, vous pouvez faire des erreurs en fait, parce qu'en fait, il n'y a pas d'accompagnement derrière. Donc, l'accompagnement dont il est question ici, au-delà du coaching, il y a un autre élément qui est très essentiel, c'est ce qu'on appelle le mentorat. Donc, le mentor va être une personne qui a déjà fait ses preuves par rapport à un domaine et qui décide de mettre son temps à contribution pour pouvoir vous accompagner justement dans ce que vous avez choisi de faire, dans ce que vous avez décidé de faire. Donc, l'accompagnement, il est à plusieurs niveaux, soit par un professionnel ou par des mentors que vous avez préalablement étudiés, les valeurs sont similaires aux vôtres et vous décidez de pouvoir vous faire accompagner. Mais les avantages sont vraiment, vraiment nombreux de se faire accompagner. Ça, je peux vous l'assurer. D'accord. Parce que vous faites différemment. D'accord. Tu as parlé du kilomètre extra nécessaire. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la capacité d'aller puiser même lorsqu'on a plus on estime qu'on n'a plus de ressources. Parce qu'on a toujours les ressources, en fait. Il y a des moments où vous avez l'impression, je veux prendre cette figure de style pour comprendre. Il y a des moments où vous avez l'impression que les batteries sont tellement faibles que justement elles ne peuvent plus pousser, elles peuvent plus aller plus loin. Et en tant que personne, ce sont des choses qui nous arrivent souvent. Mais à cet instant-là, lorsqu'on on sent que je vais être franche, je vais prendre un exemple, je vais être franche avec vous. Je pense que c'était en 2021, donc on sortait de la crise Covid et c'était un peu difficile pour moi. Je me suis dit, je pense que cet entrepreneuriat-là, c'est bien, mais quand même... C'est chaud. C'est bon. Ok. J'arrête. Et je me suis dit ça à moi-même. Ok. Parce qu'on sortait vraiment d'une période assez difficile. Il fallait remettre tout en place. Je me suis dit, je pense que je n'ai plus la force nécessaire pour pouvoir le faire. Je vais arrêter. Mais il y a une chose qui m'a aidée, c'était Bénédicte, pourquoi est-ce que tu as ouvert le cabinet? C'était quoi ta raison derrière le cabinet? N'oublie pas en fait la vision que tu as. C'est quoi ton rêve? Je me suis posé les questions essentielles que je m'étais posées à l'ouverture de ce cabinet. D'accord. Et puis lorsque je sors de là, après 3 mois de réflexion, je me dis, j'ai pas le droit d'abandonner. J'ai pas le droit de laisser tomber. Il faudrait que je puisse continuer la marche. Donc, un rapport en fait avec le kilomètre extra nécessaire, c'est lorsque vous sentez que vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus de force, mais que vous recherchez les derniers retranchements que vous avez pour pouvoir avancer. D'accord. Voilà. Du coup, si on est un entrepreneur et qu'on a envie de se lancer dans tout ce qui est lié au développement personnel pour en faire bénéficier à son entreprise, par quoi on devrait commencer? Mais je pense qu'il faut commencer par un état de lieu. D'accord. Ça, c'est pertinent. Parce que c'est au cas par cas. Vous pouvez être un entrepreneur et vous avez déjà développé certaines compétences. Et un autre entrepreneur n'a pas encore développé les compétences dont il a besoin. Donc, il est important de faire cet état de lieu-là pour voir. Je vais reprendre la figure de style que j'ai utilisée tout à l'heure, qui était en rapport avec le A et le B. D'accord. Donc, il y a un A, le A qui est là où je me trouve en ce moment. Et dans l'état de lieu, il est important d'être objectif avec soi-même, d'être vrai avec soi-même, parce qu'à la fin de la journée,
je sais qui je suis réellement. Tout à fait. Donc, cet état de lieu consiste à voir qu'est-ce que j'ai aujourd'hui et qu'est-ce que je n'ai pas. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je devrais être capable de pouvoir améliorer pour me permettre d'avancer? Donc, une fois que vous commencez avec cet état de lieu, vous avez une visibilité claire de ce que vous voulez. En ce moment-là, vous mettez des objectifs SMART. D'accord. Quand je parle d'objectifs SMART, c'est vraiment des objectifs qui soient spécifiques, que vous êtes capable de mesurer, que vous pouvez atteindre, des objectifs assez réalistes et qui passent dans le temps. Donc, il faut mettre ces objectifs-là. Pas la peine d'aller à 10, 15 objectifs. C'est pas ça le but. C'est pas ça l'enjeu. D'accord. L'enjeu, c'est de prendre 3 ou 4 objectifs sur lesquels vous allez véritablement vous pencher pour pouvoir avancer. Une fois que vous avez mis des objectifs noir sur blanc, D'accord. il faut faire ce qu'on appelle un plan d'action. Le plan d'action ici vont être les actions que vous allez mener de manière quotidienne pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. D'accord. Et la raison d'avoir des objectifs SMART, c'est que vous vous donnez une période de temps. Pendant, on va dire, là nous sommes en septembre. Nous sommes en septembre, le 16 septembre par exemple. Il nous reste encore quelques jours avant décembre. Donc, pour les personnes qui auront l'opportunité d'entendre, par exemple, ce podcast à cet instant-là, tout n'est pas perdu. En quelques jours, on est capable de faire quelque chose. Mais si et seulement si on se fixe des objectifs SMART et on décide de pouvoir mettre tous les moyens, toutes les ressources dont nous disposons pour nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Et c'est possible. Après, c'est vrai que ça demande de la discipline. Il faut être discipliné. Et comme disait Anthony Robbins, vous pouvez pas demander à quelqu'un d'autre de faire vos push-ups. C'est impossible. Tout à fait. Si vous voulez que vos muscles aient de l'ampleur, etc., il faut aller en salle. Et le fait d'aller en salle, c'est la capacité de passer à l'action. C'est la capacité de faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. Je parle du bon sens, Des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. Vous savez, il est par exemple samedi 7h du matin, vous avez envie de dormir. Mais lorsque vous avez des objectifs à atteindre et dans votre plan d'action à 7h, vous devez faire une action bien précise, il va falloir que vous puissiez vous lever en trouvant le pourquoi vous devez vous lever pour pouvoir avancer. Tout à fait. Parce qu'à la fin de la journée, si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera à votre place. Vous êtes responsable de votre propre devenir, de votre être, et personne ne vous doit rien en réalité. D'accord. Alors, dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui me semble assez intéressant quand même, et c'est la gestion du temps quand on parle de plan d'action. C'est-à-dire qu'on se fixe à un horizon bien défini des actions à mettre en œuvre, et donc, il faudrait améliorer sa gestion du temps. Et bien sûr, de ce que tu dis, je comprends que la gestion du temps est un élément essentiel, en fait, lorsqu'on parle de développement personnel, lorsqu'on parle de développement personnel et de leadership. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu enseignes aux gens pour cette gestion du temps-là, afin qu'ils soient des personnes qui ont une meilleure capacité à pouvoir faire un certain nombre de choses en s'appuyant sur leurs ressources internes? Très bien. Je pense que la première chose, c'est d'abord de faire un état de lieu également. L'état de lieu consiste à prendre une feuille A4. D'accord. Et apprendre pendant 1 semaine ou 2 semaines, là où vous passez la majeure partie de votre temps. Là, c'est très pratique, ce que tu entends dire. Ah, mais oui, absolument. Ouais. Il faut d'abord commencer par là. Où est-ce que je passe la majeure partie de mon temps? Je veux prendre un élément qui est un bouffeur d'énergie, un bouffeur de temps, ce sont les réseaux sociaux. Ça veut dire que vous avez 8 heures de travail, vous avez 9 heures ou 10 heures, c'est selon, c'est chacun qui détermine. Si vous passez 4 heures de votre temps sur les réseaux sociaux, alors que vous êtes supposé faire des actions ou poser des actions, ça pose problème au niveau de la gestion du temps. Vous aurez tendance à pouvoir accumuler les choses. Plus vous accumulez, c'est un stress que vous êtes en train d'accumuler et vous n'arrivez pas au bout de ce que vous avez envie de faire. Donc, l'exercice consiste à faire quoi? Sur une feuille A4, si pendant 1 semaine ou pendant 2 semaines, vous mettez réseaux sociaux à côté, vous vous surprenez en train de prendre votre téléphone, vous vous dites, c'est juste, surtout lorsqu'on n'a pas arrêté tout ce qui est notification, vous savez, il va avoir les pim, 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 et vous aurez tendance, c'est naturel en fait, c'est instinctif, vous aurez tendance à prendre votre téléphone, qui m'a appelé, ou bien qui m'envoie le message. Et une fois que vous le faites, 15 minutes sont très vite passées, 20 minutes sont passées, 25 minutes sont passées, et c'est du temps que vous êtes en train de perdre. Donc, il faut identifier avec vous sélectionnez les différents aspects qui sont liés à votre vie. Une fois que vous avez identifié,
essayez de réfléchir en étant consciencieux finalement de là où on passe plus de temps et puis vous mettez des annotations ici. Et au bout d'1 semaine ou 2 semaines, vous aurez un tableau réel de là où vous passez la majeure partie de votre temps. Une fois que vous avez identifié ça, OK, quelles sont les mesures correctives que je peux prendre? Si, par exemple, j'avais l'habitude de faire 2 heures d'affilée sur Facebook, est-ce que je peux pas d'abord commencer, par exemple, par 1 heure de temps au lieu de 2 heures? Parce que si vous avez déjà pris l'habitude de 2 heures, c'est pas en 2 jours ou en 3 jours que ça va changer. Il faut du temps. Mais dans la discipline, en se disant, je vais d'abord essayer de réduire le temps sur Facebook. J'aurais pu prendre d'autres exemples, mais ça, c'est l'exemple qui me vient là à la tête. Et comme je sais que ça consomme beaucoup de temps, c'est cet exemple que je prends. Donc, au lieu de faire 2 heures de temps, je vais me permettre de faire 1 heure de temps. Et puis, ces 1 heure de temps-là, je pourrais éventuellement les mettre à contribution quelque part pour me permettre d'avancer. Ensuite, en développement personnel, il y a un outil qu'on appelle la roue de la vie. En termes de gestion de temps, ça aussi, c'est capital. La roue de la vie, en fait, c'est une roue qui vous permet de voir les différents éléments de votre vie. Donc, votre vie sociale, le prix que vous accordez, par exemple, à votre contribution à l'extérieur, votre développement de vous-même, votre argent, etc. Vous allez trouver tous ces éléments-là. Ben, il est aussi important de voir aujourd'hui quel est mon degré d'engagement dans chacun de ces secteurs. De ces différents secteurs. Où est-ce que je voudrais mettre la majeure partie de mon temps, par exemple, lorsque je suis au travail et lorsque je sors du travail et que je vais, par exemple, dans une autre sphère de ma vie, combien de temps je voudrais affecter justement à ces autres aspects de ma vie. Les personnes qui réussissent ont tout autant 24 heures que nous. Mais ce sont des personnes qui arrivent à faire des choses. Et ce qui fait la différence, je le crois profondément, c'est la discipline. C'est la discipline pour moi qui fait totalement la différence dans l'engagement et dans ce qu'on décide de pouvoir faire. Donc, si je comprends bien, c'est à chaque fois que vous avez un objectif, cette roue de la vie, vous mettez à prioriser des éléments par rapport à d'autres en fonction de ces objectifs-là. Effectivement, c'est un puissant outil qui peut véritablement vous aider, que ce soit en termes d'objectifs que vous fixez ou en termes de gestion de temps. Ça va. Alors, il y a un autre aspect qui est quand même assez important, je pense, c'est l'estime et la confiance en soi. Parce que moi, j'ai rencontré des gens qui me disent, par exemple, quand tu veux aller pitcher un projet en tant qu'entrepreneur, tout ça, c'est assez compliqué. Lorsque vous êtes devant un certain nombre de personnes, des gens d'une certaine qualité, ça peut être assez parfois embarrassant, ça peut être intimidant, etc. Mais comment est-ce que toi, comment est-ce que tu aides les gens finalement à avoir un peu plus d'estime de soi et comment tu travailles avec les entrepreneurs pour leur permettre d'avoir plus de capacité sur cette griffe compétence? D'accord. Je tiens d'abord à revenir sur les définitions pour nous permettre d'être clairs. La première chose, c'est lorsqu'on parle de confiance en soi, on voit la compétence. Donc, la capacité de faire quelque chose. Et dans compétence, on a ce qu'on appelle le savoir-faire et le savoir-être qui sont 3 éléments ou 3 indicateurs de la compétence. Maintenant, c'est vraiment la capacité d'aller chercher, d'aller puiser ce qui est important pour vous. Ça relève du domaine de la confiance en soi. Lorsqu'on est dans le domaine de l'estime de soi, c'est vraiment la valeur intrinsèque de nous-mêmes. Quelle est la valeur qui est la nôtre? Dans tous les cas, ces 2 éléments sont interconnectés. La confiance en soi et l'estime de soi sont interconnectés. Maintenant, pour faire un rapport avec l'entrepreneur est son propre ambassadeur. Le porteur de projet est son propre ambassadeur. Vous êtes la meilleure personne pour défendre votre projet parce que vous comprenez les enjeux de votre projet. Vous avez la vision de votre projet. Vous savez où vous avez envie de partir et bien d'autres choses que je ne pourrais mentionner ici. Alors, si vous n'êtes pas capable de pouvoir défendre ça devant des personnes, personne d'autre ne le fera à votre place. Bien sûr. Parce que c'est lorsqu'on sent votre niaque, c'est lorsqu'on sent ce que vous avez dans le ventre et que vous avez envie
que le monde voit qu'on est capable de pouvoir vous accompagner. D'accord. Et ces personnes qui sont capables de pouvoir vous accompagner peuvent être des business angels, peuvent être des investisseurs, etc. Mais pour ça, il va falloir que vous leur expliquez votre projet, votre idée d'entreprise, etc. Et effectivement, ça demande un minimum de confiance en soi pour se lever et pour se mettre devant des personnes. Ouais. Maintenant, c'est vrai que le sentiment qui arrive généralement, c'est le sentiment de peur. La peur, on ne peut pas l'enlever. Malheureusement, c'est quelque chose qui prouve que finalement on est vivant, que finalement on est être humain. Ouais. C'est normal d'avoir peur, mais vous allez remarquer que au bout de 3, 4 secondes, 5 secondes ou 10 secondes ou 15 secondes, une fois que vous êtes lancé, vous avez la peur qui disparaît avec. D'accord. Maintenant, comment est-ce que j'aide justement ces entrepreneurs-là à pouvoir développer leur confiance en eux-mêmes? La première chose, c'est déjà d'être conscient des forces qu'on a. D'accord. Ça, c'est capital. Quelles sont les forces qu'on a? Qu'est-ce que je sais faire de différent que les autres ne font pas? Quelle est ma valeur ajoutée en tant que personne? Parce que chaque personne est unique. Ouais. Mais lorsqu'on ne prend pas le temps de pouvoir s'asseoir et de pouvoir identifier quelle est notre unicité, c'est là où ça pose problème. On aura tendance à regarder l'autre qui semble briller sous les feux des projecteurs et on a l'impression que nous, en réalité, on ne brille pas. Mais on ne brille pas parce qu'on n'a pas pris le temps de pouvoir s'asseoir et de pouvoir déterminer qu'est-ce qui fait ma différence, qu'est-ce que j'ai. Donc la première chose, c'est que ces personnes-là soient conscientes de ce qu'elles ont, de ce qu'elles peuvent apporter et de la valeur ajoutée qu'elles sont. Une fois qu'elles ont intégré ça, elles commencent à marcher avec ces éléments qu'elles ont, parce qu'elles sont plus vides. Ouais. Il y a une différence entre ne pas savoir qui tu es et savoir qui tu es. Quand tu es, par exemple, un ambassadeur de la musique gabonaise, je vais prendre l'exemple de Amandine, par exemple, qui est une artiste que j'aime bien. Alors, quand Amandine, la reine d'Empire, va marcher, je suis sûre qu'elle va marcher avec une certaine élégance. Elle marche avec une certaine élégance. Pourquoi? Parce qu'elle sait ce qu'elle transporte. C'est la culture du Gabon. C'est le Haut-Togoé. C'est tout un peuple. C'est tout un pays, etc. Donc, quand elle va à l'extérieur, ou bien même lorsqu'elle chante au niveau local, c'est toute cette culture-là qu'elle arrive à transmettre aux jeunes générations, aux vieilles générations, peu importe. Mais c'est parce qu'elle est consciente, en fait, de ce bagage culturel dont elle dispose et que, justement, elle transmet aux fans de musique qui viennent écouter, justement, sa musique et la voir danser. Et c'est pareil avec l'entrepreneur. Il est important de savoir qu'est-ce que j'ai de différent aujourd'hui et aussi quelles sont mes faiblesses. Ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte que je n'arrive pas à décoller? Qu'est-ce qui fait en sorte que je n'arrive pas à parler de mon projet? Qu'est-ce qui fait en sorte que à chaque fois que j'ai la possibilité de rencontrer, par exemple, un potentiel investisseur ou quelqu'un qui peut m'aider, que je suis beaucoup plus dans la posture de si je veux, peut-être qu'il va me chasser, peut-être qu'il va faire ceci, etc. Ouais. Qu'est-ce qui fait ça? Et là, vous essayez d'identifier vos faiblesses. Une fois que vous avez identifié vos faiblesses, vous commencez à travailler sur ces faiblesses-là, tout en vous disant que il faut être patient aussi avec soi-même. Parce que on ne change pas en 2 jours. Mais c'est à force de travail, en étant dans la constance et en étant discipliné, qu'on arrive à produire des résultats. Donc, il faut être conscient de ce qu'on a, mais aussi conscient des faiblesses qu'on a, dans l'idée de pouvoir avancer. Mais au-delà, je pense que notre cercle immédiat est important. On ne choisit pas la famille. En revanche, on a l'obligation de choisir les personnes qui nous entourent. J'ai dit au début, entreprendre demande beaucoup d'énergie. Et si vous avez des personnes qui sont draineurs d'énergie autour de vous, ça va pas se faire. Donc là, vous avez l'obligation pour avancer d'avoir des personnes qui sont là, qui vous challenge au quotidien, qui vous donnent aussi des feedbacks constructifs pour vous permettre de pouvoir améliorer un certain nombre de choses. Et aussi,
s'inspirer des modèles aussi qui ont réussi. Ouais. Je pense que ça pourrait aussi aider. Lire des biographies des personnes qui ont réussi, aller à la rencontre de ces entrepreneurs qui ont réussi, même si vous ne les connaissez pas. Ça peut être au niveau local ou à l'extérieur. Bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, on a LinkedIn, on a Facebook. En fait, il y a plus de barrières. Bien sûr. Même si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas personnellement, mais avec une très belle approche. J'aime bien, par exemple, ce que vous faites. Est-ce que vous pourriez me consacrer, par exemple, 30 minutes pour échanger avec vous? Ouais. Vous ne perdez rien. Même si la personne dit non, au moins vous avez essayé. Bien sûr. Et tout ce qui est confiance en soi, j'ai envie de le dire, c'est un muscle. Et c'est un muscle qu'il faut développer. Comme le bébé qui apprend à marcher, qui tombe et qui finit par se relever, le principe de la confiance en soi, c'est la même chose. C'est faire, refaire et encore refaire jusqu'à ce que vous ayez obtenu ce que je vais appeler automatisme, jusqu'à ce que ce soit devenu comme un jeu d'enfant en fait, parce que vous avez eu l'habitude de pouvoir le faire. Donc tout ce qui est confiance en soi en réalité, c'est un muscle qu'il faut développer chaque jour et vous le développez en vous challengeant chaque jour. D'accord. Et est-ce qu'il y a des histoires ou des expériences personnelles de transformation que tu peux partager pour inspirer nos auditeurs? Écoutez, sur cette question, j'aimerais bien que les personnes peut-être que j'ai accompagnées s'expriment. D'accord. Mais je veux partager mon histoire. C'est Bénédicte Kessani, en réalité, est une personne qui n'avait jamais pensé aux questions de leadership, ou même je n'avais jamais pensé à la capacité de me déployer. Parce que très timide de mon état, ancien timide, je me rappelle encore, je pouvais rentrer dans un espace comme celui-là et puis je voyais 2-3 personnes. Je pouvais passer là 1 heure de temps et puis 1 heure de temps, je pouvais pas engager la conversation en fait. Parce que c'était pas dans mes cordes, c'était pas dans mes habitudes, c'était pas, voilà. Mais lorsque j'ai compris la mission de vie qui était la mienne, celle d'aller au contact des personnes, d'accompagner des personnes et souvent de parler à des centaines de personnes, je me suis dit, wow, il va falloir faire un travail sur soi. Et j'ai commencé ce travail sur soi avec discipline. Et voilà pourquoi je parlais de la discipline tout à l'heure. Avec discipline, même là encore, je suis même pas encore arrivée je veux dire, à 5% de ce que je suis capable de faire. Okay. Et je continue toujours de travailler. Donc, en toute humilité, je pense que mon parcours est un parcours d'apprentissage et un parcours de transformation. D'accord. Et c'est transformation, ça c'est dans un des domaines, mais c'est dans plusieurs aspects de ma vie. C'est beaucoup de transformation, mais dans la volonté de toujours aller plus loin, d'accompagner, de bien accompagner les autres et toujours d'apprendre. D'accord. Et j'ai envie de demander comment se porte votre écosystème de coaching au Gabon? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est entre griffes, qui est très répandu dans le sens est-ce que c'est quelque chose est-ce que quand on parle d'entrepreneurs, on a un besoin qui est là, qui est affirmé? Est-ce que vous recevez des gens qui vous disent j'ai vu par exemple j'ai su par exemple que vous avez accompagné XY, j'aimerais bien être accompagné, ou c'est encore quelque chose qui est vu comme accessoire? Parce qu'en fait, de ce que j'entends, c'est que c'est le développement personnel, c'est quelque chose sur quoi il faudrait en griffe obligatoirement travailler quand on est un entrepreneur ou quand on est une personne lambda ou même un employé. Alors, en toute honnêteté, pour la majeure partie des personnes, c'est encore accessoire. D'accord. Ça, il faut le dire en toute honnêteté, c'est encore accessoire. Comment je l'explique? Je l'explique par la culture. D'accord. Quand je parle de culture, c'est lorsque je prends par exemple 300 000 ou 200 000 que je vais acheter une tasse ou bien une chaussure ou un tissage, je vois. Ok. Je vois, c'est quelque chose que je peux porter, c'est quelque chose que je peux mettre dans ma maison, je vois. Et je peux consommer. Oui. Maintenant, lorsque vous arrivez dans quelque chose d'immatériel, où vous ne voyez, c'est pas tangible, parce que ce sont des services, vous avez du mal à pouvoir investir. Et les personnes qui décident d'investir, ce sont des personnes qui ont déjà compris la nécessité d'investir sur elles-mêmes,
Parce que si vous investissez sur vous-même, vous investissez sur votre business. Parce que c'est le porteur de projet Bien qui sûr. porte justement le projet ou qui porte son entreprise, etc. Ouais. Donc, mieux lui se porte, ce porteur de projet, mieux il a des outils qui lui permettent de faire des choses, des choix éclairés ou de faire mieux, ben, il fera sa différence. Ouais. Donc, derrière, je pense qu'il y a la nécessité aussi de pouvoir toujours faire de la pédagogie sur la nécessité de se faire accompagner ou de se faire coacher. Mais au-delà, la prise de conscience est personnelle. Parce qu'une personne qui comprend pas l'intérêt de se faire accompagner ou qui ne voit pas le besoin de se faire accompagner, ben, la personne ne viendra jamais. Okay. Et en général, les personnes que je reçois, ce sont des personnes qui ont compris le besoin de pouvoir se faire accompagner. Et dans tout ce qui est coaching, lorsque la personne n'émet pas le besoin, ça ne sert à rien parce que la personne ne va pas atteindre les résultats. Parce qu'elle ne vient pas d'elle-même. Mais une personne qui vient d'elle-même a déjà une certaine motivation et a envie de changer en fait d'environnement ou bien changer de vie. Et ça part d'une frustration. Ouais. Ça passe par des résultats qu'on n'arrive pas à atteindre. On se dit, on a commencé à travailler seul. Il y a des choses qu'on fait, mais on a l'impression qu'il y a un plafond de verre. Et justement, pour aller au-delà de ce plafond de verre, ben, il est important de se faire accompagner. Ouais. Là, à ce moment, vous avez des personnes qui vous appellent. Bonjour, je souhaiterais rencontrer, par exemple, etc. Ouais. Et voilà. Ok. Bénédicte, je pense qu'on arrive à la fin de notre entretien. Et j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a des éléments spécifiques que tu aimerais partager? Des éléments spécifiques que j'aimerais partager. La première chose, c'est une citation, mais une citation que j'oublie un tout petit peu. Okay. Mais elle est de Frantz Fanon. La citation est de Frantz Fanon. Mais je l'oublie. Il faudrait que je pose mes esprits et que... la citation ne me revient pas. Donc, ce que je voudrais partager, c'est une citation de Nelson Mandela. D'accord. Qui dit « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Ouais. Et dans notre milieu entrepreneurial, on aura toujours peur. Si vous faites, par exemple, 10 millions de chiffre d'affaires le mois et que vous voulez passer à une autre étape de votre vie, c'est peut-être 20 millions, 30 millions, mais vous aurez peur. Vous allez commencer à vous poser des questions. Est-ce que je serais capable d'avoir les 30 millions, etc., avec tout l'engagement que ça me demande, etc. C'est normal d'avoir peur. Mais ce qui fait la différence, c'est la capacité d'oser passer à l'action pour obtenir ce qui est important pour vous en tant qu'entrepreneur. Donc, s'il y a quelque chose que je voudrais partager, c'est cet élément-là. D'accord. C'est normal d'avoir peur, mais il faudrait pas que la peur vous paralyse. Et la deuxième chose que je voudrais partager, c'est que l'entrepreneuriat est rempli de beaucoup d'écueils, mais que ça ne nous empêche pas de pouvoir avancer. Il faut apprendre, à chaque fois qu'on fait face à un échec, apprendre qu'est-ce que je suis censé apprendre dans cette situation spécifique aujourd'hui. D'accord. Et comment est-ce que je devrais améliorer de telle sorte que si en 2021 ou en 2022, j'ai eu l'opportunité de réagir d'une autre manière, que je sois capable de pouvoir réagir d'une autre manière en 2023. Donc, le parcours est tout un apprentissage. Aimez votre parcours. Votre histoire est différente. Elle ne sera jamais comme la vôtre. Et ayez aussi votre authenticité en tant qu'entrepreneur. Ouais. Quelle est votre valeur ajoutée? Donc, voici au-delà ce que je pouvais ajouter. Bénédicte, merci. Ça a été un plaisir. Merci de m'avoir invité justement pour cette belle émission. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir et beaucoup de gratitude que j'ai pris le temps de répondre à vos questions. Au revoir. Au revoir.